la mer qu'on voit danser le long des Bonjour golfes Monsieur Védrine, clairs. merci de nous recevoir dans vos locaux pour discuter, pour échanger avec vous de la question qui nous intéresse, qui est celle donc des océans. Mais avant, peut-être rappeler en quelques mots un peu votre parcours. Vous êtes un témoin de l'histoire, vous avez été notamment ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots tout cela? Écoutez, je ne vais pas vous raconter puisque ce serait trop long. Je résumerai en disant que pour différentes raisons que je ne vais pas développer là, les hasards heureux de la vie, j'ai passé 19 ans dans le cœur du pouvoir. Donc 14 années à l'Élysée, auprès de François Mitterrand, comme conseiller diplomatique, porte-parole, secrétaire général, y compris les deux premières cohabitations, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur. Et après, j'ai été 5 ans ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac et dans le gouvernement de Lionel Jospin, sur proposition de Lionel Jospin. Ça fait 19 ans au total. Pas dans la politique, dans le pouvoir. C'est assez rare, en fait, ça c'est les hasards de la vie. Je trouve ça passionnant, mais c'est pas grâce à moi, c'est comme ça s'est présenté comme ça. Donc j'ai connu les 3 cohabitations, j'ai connu dans les matières internationales qui ont été mon sujet numéro 1 en permanence, sauf quand j'étais secrétaire général, que ça couvre tout. Dans la plupart des pays du monde, j'ai vu travailler plusieurs présidents, plusieurs chanceliers, plusieurs premiers ministres. Donc ça donne un regard qui n'est pas un regard de réaction à l'actualité immédiate. Et comme j'aime beaucoup l'histoire, qui est mon approche habituelle, vous voyez, voilà le résumé. Alors on va parler des océans, on va rentrer dans le vif du sujet. La France possède une vaste zone économique exclusive. Vous avez été aux responsabilités. Comment est-ce que la diplomatie française fait-elle pour défendre les intérêts maritimes de la France? N'oubliez pas que la France contemporaine, elle est quand même malmenée par plein de choses. Donc elle n'a pas forcément une part de son cerveau énorme à consacrer à cette question, même si elle vous paraît essentielle. D'abord, les Occidentaux, globalement, n'ont plus le monopole de la puissance. Donc ils ont dominé le monde pendant 3, 4, 5 siècles, ça dépend comment on compte. Les Européens, puis après les Américains. Les fameux Occidentaux réagissent mal à cette réalité, ils la contestent. Les Américains contestent cette idée, ils disent non, mais les patrons, c'est nous qui avons le leadership et ça va continuer. Les Européens, ils ont une vision le plus abstraite, sympathique, mais un peu illusoire, qui est la communauté internationale, les Nations Unies, le droit international, ça bon. C'est très sympathique, mais c'est pas tout à fait comme ça que le monde fonctionne, en tout cas, pas encore. Donc ils ont plein de soucis, plus d'autres questions, comme pour les Européens, jusqu'où faut-il intégrer? Les élites veulent intégrer plus, en général les peuples non. Ils ne sont pas contre, mais ils sont entre les deux, donc des tensions permanentes, sans arrêt, dans tous les pays, d'un traité à l'autre. Jusqu'où faut-il élargir? Comment? Etc. Vous voyez, ça revient sans arrêt. Donc un pays européen n'a pas l'esprit entièrement libre pour se dire c'est formidable, j'ai la deuxième zone économique spéciale au monde, ça c'est la France, donc après les États-Unis, il faut que je la rentabilise beaucoup. Bien sûr que ça intéresse des gens. Il y a des gens dans l'armée, il y a des gens dans certains ministères spécialisés, il y a des organismes, il y a des étudiants, des chercheurs qui sont passionnés par cette question. Le grand public, non. Le grand public, il est content d'entendre dire qu'on a cette zone économique, et il ne sait pas ce que ça veut dire ni à quoi ça sert. Enfin bon, c'est assez flatteur. Mais comme c'est un pays quand même malmené, divisé, qui a du mal à affronter les réalités contemporaines, et qui est confronté aux questions écologiques, aux questions d'immigration non contrôlée, là, plein de trucs. C'est ça, moi, mon commentaire. C'est un sujet très intéressant, objectivement, très intéressant. Mais en ce qui concerne l'opinion, les commentateurs, les médias, sauf des sites spécialisés, et les décideurs, ils risquent d'avoir toujours le cerveau accaparé par autre chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un vrai risque? Toutes ces autres choses dont vous nous parlez, est-ce qu'elles ne sont pas liées de près ou de loin à ces questions océaniques, que ce soit l'environnement? Non, pas toutes. Non. Un peu, mais pas toutes. Et la question de savoir jusqu'où faut-il intégrer l'Europe et l'élargir, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et, mais la question migratoire, relativement quand même, non? Vous ne pensez pas? Non, la question migratoire, oui et non. Donc il y a un lien, mais ce n'est pas l'explication principale. Bon, il se trouve que dans le monde actuel, l'évolution du monde va vers 9 milliards, 9,5, 10 milliards, ce qui est écologiquement catastrophique, évidemment, que les populations occidentales en général diminuent. Pas que l'Occident au sens européen, c'est le cas du Japon aussi, c'est le cas de la Russie aussi, c'est le cas de plein de pays, que les populations du Sud au sens global augmentent, et notamment l'Afrique. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une pression dans ce sens. Mais quand on regarde les mouvements migratoires, par exemple en Afrique,
les 2 tiers ou les 3 quarts des mouvements vont vers l'Afrique du Sud, Oui. ou le Nigeria, ou ailleurs, en Afrique. Cela dit, il en reste encore énormément pour tenter d'aller en Europe. Oui, ça fait partie, évidemment, si le monde avait 1 milliard d'habitants au total, en train de diminuer, la question ne se poserait même pas. Oui, je suis d'accord, c'est un peu lié. Mais les gens veulent venir en Europe, soit en étant candidats à l'immigration légale, soit clandestine, soit au nom du droit d'asile en détournant, parce que le droit d'asile qu'il faut absolument préserver, il a été conçu pour protéger les gens en danger, pas aider les gens qui veulent simplement vivre mieux, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais donc il y a toute une série de phénomènes accumulés, et donc il y a un certain lien. Mais cela dit, sur la question migratoire, il y a des affrontements permanents, très très véhéments, dans tous les sens, dans tous les pays. À l'arrivée, je pense que les pays européens se mettront d'accord sur une ligne genre scandinave. Du genre, il faut gérer sérieusement avec les pays de départ et de transit les gens dont on a besoin, parce qu'on a besoin de plein de gens, à partir de quotas par métier. Et puis, il faut décourager l'immigration illégale et reconcentrer le droit d'asile sur les gens qu'il faut vraiment protéger. C'est un résumé, hein, mais je pense qu'on ira vers ça, mais après des batailles géantes dans tous les pays dans quelques années. Ça ne réglera pas la question globale, puisqu'il y aura toujours des mouvements migratoires. En plus, c'est plus facile qu'avant. Les gens des portables, ils voient très bien comment on vit mieux ailleurs. Ils savent très bien les pays dans lesquels il y a des aides sociales gigantesques dès qu'on arrive. Donc, il y a un mouvement qui va continuer. Donc, ce que je viens de dire sur l'Europe et peut-être l'Afrique, ça s'applique aussi au Canada, aux États-Unis, enfin, tous les autres centres dans le monde. Donc, c'est pas une crise, c'est une évolution, c'est un élément du monde actuel. Et on sera obligé, qu'un cas, d'apprendre à le gérer. Bon. Alors, avant de revenir à l'écologie, est-ce que vous pensez que l'actualité, cette loi sur l'immigration qui est en train de passer, est-ce que vous pensez qu'elle va dans le bon sens, dans le mauvais sens? Comment en fait apporter une réponse responsable à cette situation migratoire? Je pense que les pays européens vont être obligés, non pas d'être durs, en tout cas d'être rigoureux. Ils ne peuvent pas continuer à laisser le phénomène se dérouler sous prétexte qu'il y a toujours eu des mouvements migratoires, ce qui est d'ailleurs pas vrai, ça dépend des moments. Et donc c'est évident que dans tous les pays, là, il y a des tensions en France sur cette loi qui est pas énorme, hein, qui ne change pas énormément de choses, qui resserre un peu certains mécanismes qui n'étaient pas gérés, qui devraient en principe rendre plus facile le renvoi de gens condamnés à multiples titres qui sont là illégalement. Donc c'est quand même le BABA, ça devrait même pas choquer les moralistes. Les moralistes devaient se préoccuper plus du bon accueil des gens à qui on donne l'asile quand même. Bon, enfin, il y a plein de trucs. Donc je crois que c'est une loi, moi elle ne me choque pas. Elle ne me choque pas. Je ne pense pas qu'elle règle la question générale. Il faut que ce soit coordonné avec les règles européennes qui sont débattues depuis des années. Le pacte asile-immigration qui finira par aboutir un jour. Et je vous l'ai dit, l'un dans l'autre, avec des crises phénoménales, là c'est en France, ça sera en Allemagne ou ailleurs. Hein. À l'arrivée, on aura, je pense, dans 5 à 10 ans maximum, une gestion quand même plus sérieuse, qui n'est pas du tout inhumaine, parce que je crois que c'est pas bien d'alimenter la pompe aspirante qui fait partir, par exemple, des pays d'Afrique, des gens jeunes, courageux, dynamiques, qui prennent tout l'argent du village, qui prennent des risques monumentaux en Méditerranée. Ces pays en ont besoin. Donc c'est là où il y a une sorte de paradoxe de la générosité. Il y a plein de gens en Europe qui sont souvent des gens vraiment très très généreux, genre un peu catho de gauche, vous voyez, mais au sens très large du terme. Il faut aider ces gens. Ils confondent tous les mouvements migratoires et l'asile. Il faudrait les distinguer. Donc on n'a pas intérêt à priver des pays d'Afrique d'éléments aussi dynamiques. Il faut être hyper courageux pour tenter de venir en Europe. C'est des espèces d'auto-entrepreneurs, les gars. Donc il faudrait trouver. Donc c'est pas que notre faute, d'ailleurs, c'est pas mon type de raisonnement. C'est quand même terrible que des pays indépendants depuis des dizaines d'années n'arrivent pas à fabriquer des sociétés où les gens aient envie de rester. Alors ça choque quand on dit ça en France, mais Obama disait ça. Le président Obama dit ça en Afrique. Il avait dit au Ghana notamment. Il est bien choisi parce que c'est bien géré le Ghana. Donc c'était pas vexant non plus. Bon, bref, voilà, il faut remettre ça dans le cadre général. Et cette affaire de loi en France qui a déchaîné beaucoup de passions, c'est pas la réponse à tout non plus. C'est une étape dans un processus. Vous, quand vous avez été ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous avez rencontré des situations justement ou en lien avec la crise migratoire, ou alors plus généralement avec des affaires sécuritaires liées à la mer, comme la piraterie, etc. Est-ce que c'est des choses qui étaient déjà d'actualité ou qui le sont devenues?
Non, elles étaient déjà d'actualité, mais je n'ai pas eu à en connaître, parce que, enfin, je savais, mais je n'ai pas eu à traiter directement. C'était traité par d'autres organismes ou d'autres ministres. Ce n'est pas l'ampleur actuelle. Par exemple, il y a eu, il y a longtemps, des phénomènes de piraterie extraordinaires en face de la Somalie, c'est bien. Bon, mais j'ai pas eu, je savais ce qu'on faisait, je sais comment on a finalement circonscrit le phénomène, à travers des coopérations internationales très intéressantes, c'était dans le bloc de Guinée. Donc je savais, mais j'ai pas eu à traiter de ça. J'ai pas eu à négocier. Vous savez, un ministre des Affaires étrangères, il a une quantité phénoménale de grands sujets et qui concernent les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Afrique, le Proche-Orient. Donc il sait plein de choses. Mais heureusement, il y a aussi d'autres ministres, d'autres responsables par rapport à ça. Donc ça faisait partie du paysage. Et moins que maintenant, la question migratoire est moins aiguë. Elle est d'autant plus aiguë que les Européens se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'était un peu lymphatique. Il y avait une sorte de désinvolture par rapport à ça. Et comme il faut changer, ça déchaîne les passions de gens qui veulent refuser tout le monde ou accueillir tout le monde. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc on est plus là-dedans. Pas tellement parce que les problèmes n'existaient pas du tout avant, mais il y avait l'idée que on va se débrouiller. Et là, il y a l'idée en général, dans, pas que la France, il y a 10-15 pays d'Europe où les opinions ont changé. Alors, ces territoires ultramarins que possède la France à l'étranger, est-ce que vous pensez qu'ils participent d'une façon ou d'une autre au rayonnement de la France? Et est-ce que vous pensez que d'une façon ou d'une autre, ils contribuent à développer l'influence française et ce qu'il compte dans les relations internationales françaises, ou alors là encore, c'est plutôt quelque chose de marginal? Non, c'est pas marginal. La France est un pays aux prises avec énormément de problèmes internes, économiques, sociaux, plus la crise de la démocratie. Dans toutes les démocraties, les gens veulent de la démocratie directe, consulter toutes les 3 minutes. Ça fout en l'air toute la démocratie représentative. Et ça, c'est pas spécialement français, sinon on ne peut pas comprendre le phénomène Trump ou le Brexit ou autre. Donc il y a déjà tout ça. Bon. Mais quand même, on se dit, on n'est pas non plus n'importe quel pays. Vous vous rappelez quand Giscard avait eu le courage de dire que la France était une puissance moyenne. C'était tout à fait exact, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Il y a 200 pays où on échange, il n'y a pas beaucoup de puissance. Même pas 20. Même le G20, c'est trop large. Il y a une quinzaine de puissances, certaines montantes, d'autres déclinantes. Mais être dedans, c'est déjà pas mal. Donc être puissante moyenne, normalement, c'était pas vexant, mais tout le monde lui est tombé dessus, parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité. Moi, quand j'étais ministre, je m'en sortais en disant la France est une puissance moyenne d'influence mondiale. Bon. On me disait oui, mais sur quoi, comment? Bon, pour décliner les atouts qu'a la France, on arrive très vite à ça. Notamment, la France est un pays européen, naturellement, mais il y a les dom-tom qui ont changé de don, et puis il y a beaucoup de possessions précises, à droite à gauche. La France est présente dans toutes les mers, quoi. Tous les continents, toutes les mers. Donc ça donne quelque chose. Mais pour arriver à cet élément-là du raisonnement, il faut avoir dépassé le stade un peu hystérique, où les gens disent est-ce que la France est encore une grande puissance? Il ne faut pas intervenir à droite à gauche pour imposer nos valeurs. Vous voyez toute cette espèce de d'écume-là du débat. Et quand on est un peu méthodique, on dit quels sont nos atouts, ça en fait partie. Ça, c'est évident. Après, ça dépend de l'ancrage. Ça dépend si c'est un ancrage contesté ou pas. Par exemple, si on dit Nouvelle-Calédonie, Polynésie, c'est fondamental. On dit oui, d'accord, mais dans 20 ans, où est-ce qu'on en sera? Donc il y a une évaluation politique. Bien sûr. Sauf qu'entre-temps, on a évidemment tout l'aspect maritime qui est lié à ça. Donc voilà, donc c'est un atout évident, dès qu'on est un peu rationnel, sur quels sont les atouts, les avantages, les inconvénients, handicaps de la France aujourd'hui. Il n'y a pas que la dissuasion nucléaire, il n'y a pas que l'état de grandes entreprises, il n'y a pas que le luxe qui est extraordinaire, il y a aussi ça. Mais, encore une fois, il faut le présenter de façon crédible. Hein. Ouais. Il ne faut pas le présenter comme étant une situation éternelle. Il faut s'en occuper, il y a un travail à faire. Après, ça dépend de pays par pays. Et après, on peut broder sur ce que ça représente en océan, en mer, en richesse profonde à exploiter ou à ne pas exploiter, ça dépend. Puis on tombe sur tous les débats écologiques. C'est une dimension française qui était très importante avant, mais qui est considérée comme un peu ringarde. Aujourd'hui. À l'époque d'Homme-Tom, vous voyez, un peu ringarde, mais qui revient vraiment au premier plan par le biais écologique. Tout à fait. Alors on va en parler de ce biais écologique, puisque avant de vous rencontrer, on a travaillé sur votre livre, Une vision du monde, qu'on recommande évidemment à tous nos auditeurs, notamment ceux qui ont des examens de relations internationales qui arrivent prochainement, puisque en réalité, il y a tout dedans. Vous parlez de l'Europe, vous parlez de la Russie, vous parlez de l'Afrique, vous parlez de l'environnement. C'est des textes sur 20 ans, hein. Oui. 20-25 ans.
C'est pas le manuel immédiat écrit en 2023 Absolument, pour les c'est gens pas, qui étaient en 2024. c'est pas l'Atlas 2023 de la C'est pas un atlas, géopolitique. il y a beaucoup de C'est des raisonnements textes, absolument, il y a dans un la durée. raisonnement. Et alors, il y a une partie qui est récente, hein, Bien sûr. mais pas tout. Voilà. Donc, En c'est tout un cas, ça avertissement apporte honnête. des clés de compréhension, J'espère. et notamment dans la durée de ces 20 dernières années. Et il y a cette question écologique que vous posez, la question environnementale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous parlez d'environnement? Comment est-ce que ce sujet a réussi à s'imposer avec le temps? Est-ce que dans les années 90, dans les années 2000, c'était un peu moins un sujet qu'aujourd'hui? Non, c'est un sujet depuis très longtemps, mais qui était considéré comme marginal et qui était combattu ou nié. Ouais. Alors moi, j'ai toujours été passionné par ça, parce que le seul sport sérieux dans ma vie que j'ai fait, c'est quand j'étais très jeune, c'était de l'alpinisme. Et tous les gens qui connaissent les milieux extrêmes, que ce soit les pôles ou la montagne ou la mer, ils sont sensibles à ça, parce qu'ils ont vu très tôt les atteintes, quoi, la dégradation. Et quand j'étais à l'Élysée, j'ai jamais été chargé de ça, mais quand j'étais secrétaire général, j'avais des collaborateurs spécialisés qui savent très bien que j'étais très passionné par ça, déjà très alerté par ça. Et j'avais vu à l'époque beaucoup de grands scientifiques mondiaux qui venaient saluer le président à l'occasion de réunions variées, qui étaient tous déjà écologistes. Aucun dans un parti écologique, ce qui n'a rien à voir, mais tous écologistes scientifiquement. Donc ça m'a beaucoup frappé, ça m'a intéressé énormément. Et quand j'étais ministre aussi, mais je n'ai pas eu à gérer ce ministère-là. Mais dans ma réflexion générale, il y a très longtemps, que je crois que nous vivons dans une époque où il y a un compte à rebours, une course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète et d'autre part la réponse, qui est un mélange d'innovation, d'invention, d'adaptation, de ceci, cela, ce que j'appelle l'écologisation. J'emploie ce terme parce que les gens comprennent très bien, par comparaison avec industrialisation, que c'est un processus. Il n'y a pas des bons écologistes et les autres qui sont des méchants. Il y a un processus, donc on débat sur le rythme. Alors, je pense à ça depuis longtemps. J'ai observé que c'était considéré comme totalement ridicule, même s'il y a eu on peut trouver des Américains au 19e siècle hein, qui ont écrit là-dessus. Puis chez nous, il y a eu beaucoup de précurseurs aussi, pendant des dizaines d'années. Et j'ai vécu dans les relations internationales et dans les sommets en particulier, l'évolution entre l'époque où ça comptait pas, rien. Après, ça commence à apparaître un peu. À partir de quand? Oh, ça s'étale sur 30-40 ans, vous voyez. Par exemple, dans l'époque Mitterrand, il y a quand même eu déjà des sommets genre ONU sur le sujet. Ils ont dit, ouais, il faut le faire, c'est un peu casse-pied, on n'est pas sûr que ce soit un vrai sujet, mais enfin quand même. Où les Chinois disaient, c'est pas du tout un sujet, ça n'existe pas, tous les chiffres sont faux. Et d'ailleurs, on ne peut pas calculer la moyenne du climat, ça ne veut rien dire. Et puis quelques années après, ils disaient, oui, il y a peut-être une influence humaine, mais enfin c'est marginal. C'est surtout le soleil, tout ça. Je parle du climat là. Et puis quelques années après, ils disent, oui, il semblerait qu'il y ait un problème, mais c'est pas de notre faute, de toute façon. Parce que c'est pas nous qui avons inventé la révolution industrielle à base de charbon, ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. En plus, c'est vrai. Bon. Après, ils finissent par dire, oui, il y a un problème, mais on ne peut pas ne pas répondre aux demandes de centaines de millions de gens. C'est ce que disent tous les pays émergents. Bien sûr. Donc on ne peut pas, au nom de l'urgence écologique, laisser vivre dans la situation où ils sont. Donc c'est une évolution qui n'est pas assez rapide si on regarde les anticipations inquiétantes du GIEC, mais qui est hyper rapide en termes d'évolution des esprits. Le fait qu'il y ait une COP 28 à Abu Dhabi, c'est très intelligent d'avoir mouillé les producteurs de pétrole, si je puis dire. Si la COP avait lieu dans un pays gentil, sympa, Irlande, Norvège, on dirait des tas de trucs, les gens du Golfe diraient on s'en fiche complètement, ça ne nous engage pas. Donc c'est astucieux de faire en sorte que Jaber, qui s'est révélé comme un sultan Jaber, comme un brillant négociateur, ait réussi à contenir l'action de l'Arabie qui voulait qu'on n'en parle pas du tout, et qui a inventé une formule dans laquelle on n'annonce pas la fin de l'énergie fossile pour la semaine prochaine, de toute façon c'est impossible, mais on va développer une voie qui est différente. Donc c'est une percée quand même. Évidemment, c'est consultatif, c'est pas obligatoire, mais de toute façon, on ne peut rien obliger. Personne ne peut contraindre la Chine à quoi que ce soit. Donc, il y a des évolutions très intéressantes, encore une fois, pas assez rapides, mais qui sont quand même encourageantes. Et après, il faut retirer l'écologie aux extrémistes. Il faut que ça devienne une approche sérieuse, générale. Plus rationnelle. Par exemple, il y a plein d'écologistes. Là, il y a plein d'écologistes qui sont de purs gauchistes et qui servent de l'écologie à d'autres fins, mais même dans les écologistes sincères et convaincus, il y en a beaucoup qui sont contre la science. Or, on n'arrivera jamais à traiter le sujet s'il n'y a pas énormément d'avancées scientifiques. Bon.
Et d'ailleurs, quand on ne lit pas la presse générale, qui est décourageante, déprimante, mais les journaux, les revues scientifiques, c'est assez encourageant. Parce qu'il ne se passe pas 8 jours sans qu'il y ait l'invention de quelque chose. Oui. Une molécule qui est moins pire que celle d'avant pour l'agriculture, ou un moteur qui dépense moins de ceci, cela, ou une récupération de CO2 qui est plus... Bon, sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est pas le débat général. Donc, vous voyez, moi je suis très engagé là-dessus, et pas complètement pessimiste. Le pessimisme radical n'est pas mobilisateur. J'ai plusieurs amis qui sont des figures écologistes reconnues, qui disent de toute façon c'est fichu. Alors si c'est fichu, arrêtons de parler de tout ça, ça ne sert à rien. Donc vous pensez que la solution réside dans l'innovation? Pas que. Non, alors je dis ça contre ceux qui sont contre la science. Ouais. Ils se trompent. On n'a pas besoin de défilés ou de pétitions, ça ne sert à rien. On a besoin de chercheurs, d'inventeurs, de gens qui trouvent, de gens qui mettent en œuvre, de chefs d'entreprise, de gens qui financent, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un volet adaptation. Donc je suis contre les extrêmes par rapport à ça. Je suis pour les solutions. Il faut trouver la politique d'écologisation la plus vigoureuse, la plus rapide, tolérable par les populations concernées. Donc si on refait l'erreur du genre empêcher les gars de Bourgogne ou du Limousin de prendre leur vieille voiture pourrie pour aller à la préfecture, évidemment, on fabrique des gilets jaunes. Ils se mettent en travers et les démocraties modernes ne sont pas très fortes, n'ont pas beaucoup d'autorité, donc elles s'arrêtent. Donc c'est idiot. Donc il faut faire autrement. Donc il faut engager les gens. Donc il faut une pédagogie. Alors cette Il ne faut pas perdre l'objectif. Il faut une pédagogie assez subtile. Cette pédagogie, justement, vous dites personne ne peut contraindre, au fond, les gros pollueurs, la Chine, les États-Unis, etc. Non, je parlais des populations. Des populations françaises. Les populations. Mais en l'étend à ces gros pollueurs, la question c'est est-ce que ces gens-là, leur population locale, leur opinion publique, est-ce qu'à un moment, elle ne va pas avoir une préoccupation environnementale, ou vous pensez que c'est complètement hors de propos pour eux? C'est déjà le cas, un petit peu. Mais si vous prenez même les pays les plus acharnés, pourquoi le patron de l'entreprise pétrolière d'Abu Dhabi, pour reprendre le sultan Jaber, pourquoi il s'est engagé à ce point avec tellement d'habileté, d'intelligence pour aboutir à un compromis? Ils auraient pu dire, nous on vit sur le gaz et le pétrole pour 1000 ans, et voilà, le reste on s'en fiche. Donc même là, si vous prenez la Chine, avant le Covid, ils avaient commencé à fermer les centrales à charbon. Ils ont rouvert parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont un énorme programme nucléaire en plus. Alors les écologistes, en tout cas en Europe, sous l'influence des écologistes allemands pour d'autres raisons stratégiques que les gens ont oubliées, ils avaient fait du combat contre le nucléaire le combat central. Ils ont le plus grand mal d'ailleurs à reconnaître leur erreur. Les Verts allemands n'ont pas du tout reconnu leur erreur. Ils ont empêché le chancelier Scholz, qui le souhaitait, de maintenir en activité 2 ou 3 centrales, par exemple. Mais ailleurs, vous voyez quand même pas mal d'évolutions. Donc même dans les pays apparemment les plus hostiles, les plus fermés à toute évolution, qui nous on a des centaines de millions de gens à développer, même dans ces pays vous trouvez un ministre qui est conscient, une ONG qui fait du travail, ça, partout. Alors en revanche en Europe les gens sont tellement conscients qu'ils sont au bord de la panique, mais leur panique sert à rien quand même. Il faudrait qu'ils arrivent à convaincre les Chinois d'aller plus vite. Donc il faut qu'ils se promènent dans le sud pour que ce soit plus utile. Alors est-ce qu'on va arriver à une synthèse? Peut-être. J'ai même écrit dans un livre il y a quelques années, que je cite là, mais c'est un livre qui a au moins 10 ans, qu'un jour, on pourra remplacer ou compléter le préambule de la Charte des Nations Unies, qui est un texte magnifique, un peu idéaliste, enfin c'est du bel idéalisme, par un texte qui inclurait la dimension écologique dans le destin commun de l'humanité. Ça, on ne peut pas le faire l'an prochain. À un moment donné, on devrait peut-être arriver à cette synthèse, mais entre-temps, il y aurait des batailles homériques. Il y a des pays qui vont essayer de bloquer. Donc il y aura des votes qui seront vraiment de blocage. Ça peut être Trump, peut-être. Je pense qu'on va utiliser l'expression d'État voyou. Ça, c'est les Américains, il y a 10, 15, 20 ans, pour désigner des pays anti-américains et qui, par ailleurs, martyrisaient leur propre peuple. Bon. Mais je me demande si on ne va pas retrouver cette formule pour qualifier des pays qui refuseraient absolument de jouer. Si c'est un tout petit pays dans son coin, on s'en fiche. Et si c'est le Brésil ou les États-Unis? Et si c'est les États-Unis, oui. Donc, mais il faudrait qu'il y ait une sorte d'opinion mondiale. Donc il faut avoir entre-temps trouvé la synthèse. Il faut avancer dans l'écologie, mais pas en mettant les populations contre le monde. Donc il faut arriver à surmonter ça. C'est la cause majeure, au sens, la noble cause.
majeur pour des gens de vos générations, ça. Il faut aussi changer le calcul économique, parce que le mode de calcul de la richesse, le PIB, la croissance, ne prend en compte que les flux financiers, pas du tout le stock. Or, on n'est pas capable pour le moment de calculer, de donner un prix à la capacité de la forêt, de telle ou telle forêt qui absorbe du CO2. Donc il faut vraiment une révolution. Mais il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mettre tout ce qui est l'écologie, le social, le bien-être. Là, on est sûr d'arriver à rien si on mélange tout. Moi, je plaide pour des instruments de mesure financières, économiques, commerciales qui intègrent les externalités pour que le décideur de base, le plus ignorant, le plus indifférent à l'écologie, le trader de base, on va dire, voyez, il soit obligé d'intégrer ça. Parce que le prix du marché le fait ressortir. Que tel investissement, non, ça vaut pas le coup. Il y a plein de choses à faire qui vont se faire dans les 10, 20, 30 années qui viennent. Donc revoir un peu les instruments économiques. L'idéal pour vous, c'est dépasser. Il faut créer des nouveaux instruments qui prennent en compte plutôt l'environnement. C'est pas suffisant, mais j'ai mentionné plein de choses déjà. Ouais, c'est un ensemble. Hein. Bien sûr. Et ça en fait partie. On ne peut pas faire la révolution, disons, de l'écologisation scientifique si on n'a pas un meilleur mode de calcul. Alors les États-Unis, ça va être notre dernière question sur votre analyse de l'actualité géopolitique. Vous avez créé ce terme d'hyperpuissance pour qualifier les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que ce concept s'applique aujourd'hui encore aux États-Unis? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui, la multipolarisation fait que les États-Unis se retrouvent, pas une puissance moyenne, mais une grosse puissance, Non, sans être une hyperpuissance? D'abord, c'est pas extraordinaire comme invention, hein, Ouais. le mot. Ça m'est venu comme ça, sans aucune préparation. Tout début, quand j'étais ministre, on me parlait des États-Unis et des superpuissances de la guerre froide, et j'ai dit les États-Unis sont plus qu'une superpuissance. D'abord, il n'y en a plus qu'une, mais ils sont plus que ça. Parce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire un pays qui ait autant de pouvoir que les États-Unis à ce moment-là, après la fin de l'URSS. C'est ça le contexte. Alors ça crée un quiproquo avec les anglophones, qui a créé du coup une amitié entre Madeleine Albright et moi, elle était francophone, parce que hyper en anglais, c'est que péjoratif. C'est lié à des maladies, hypertension, hyper ceci, hyper cela. En français, non. C'est ce que j'ai dit à Madeleine. Supermarché, hypermarché. Bon, ça me taille. Mais ça n'a rien de génial comme formule. Hein. J'ai lancé plein de formules avec une réticence des médias, parce que des fois, ils comprennent que c'est ironique contre eux. Par exemple, je dis que nous baignons dans l'irréal politique. Quand les gens condamnent la réelle politique, qui est censée être moralement horrible, je dis c'est moins pire et c'est moins dangereux que l'irréalisme dans lequel on baigne. Bon. Et alors, du coup, ça, c'est moins relayé par des gens qui se sentent un peu mis en cause par la formule hyperpuissance. Non, tout le monde le relaie. Alors, est-ce qu'ils sont encore dans cette situation? Non, il y a eu une décennie de triomphalisme qui a d'ailleurs inquiété beaucoup les vétérans de la guerre froide d'avant, les réalistes, l'école Kissinger, ou même Brzezinski à la fin. Je trouvais ça dangereux d'être à ce point triomphaliste, comme l'ont été les équipes Clinton et après George W. Bush, mais pas pour des raisons d'hégémonisme ou d'impérialisme, comme on le dénonce de façon mécanique, simplement par désinvolture. On a gagné, l'histoire est finie, et tous ces peuples qui s'agitent partout, là, on s'en fiche un peu, c'est pas important. C'est ça l'erreur énorme. Sinon, ils auraient trouvé un arrangement sur l'affaire ukrainienne, sur la base des idées de Brzezinski, une sorte de neutralisation, bon, tout ça. Mais longtemps avant, je ne parle pas de 5 dernières années, où il fallait être plus dissuasif par rapport à Poutine. Je parle de la décennie 90. Sinon, il y aurait un petit État palestinien inoffensif qui serait d'ailleurs confédéré avec ses voisins, bon, mais depuis 20 ou 30 ans. Mais il y a une période où les États-Unis se fichent un peu de tout ça, à tel point que Kissinger, pour revenir à lui, avait été obligé d'écrire un livre pour dire on a quand même besoin d'une politique étrangère. On a quand même besoin de comprendre tout ça, de connaître tous ces espèces de peuples-là. Donc il y a eu quand même une sorte d'arrogance. C'est l'époque de l'hyperpuissance qui les a un peu aveuglés. Alors après, ils se sont pris le 11 septembre dans la figure. Après, il y a la crise des subprimes qui est vraiment liée à une sorte de dérèglement total du système américain de spéculation illimitée. Bon. C'est le cœur de ce qu'il y a de pire dans le système, ça. Bon. Après, il y a la Chine qui change de ton avec Xi Jinping, et puis plein de trucs. Alors, les États-Unis, c'est quand même la puissance numéro 1. Donc, on ne va pas dire qu'il y a un monde multipolaire, ce que Chirac disait souvent pour les énerver, bon, exprès. On retrouverait la définition américaine où il y a les États-Unis et en dessous
Il y a un monde multipolaire. C'est pas ma vision. Il y a quand même encore les États-Unis numéro 1. Simplement, ils sont défiés par la Chine, qui dit c'est moi qui vais devenir numéro 1. Alors au début, les Américains ricanent en disant ils sont incapables. Après, ils s'inquiètent un peu. Après, ils sont scandalisés qu'on ose avoir ce genre d'idée. Donc, c'est traité comme une sorte d'hérésie menaçante, dangereuse. Et donc, on est dans ce contexte. Alors, moi, j'ai parlé de l'écologie, bon, c'est le vrai sujet. Et en dessous, il y a le bras de fer. La Chine prétend pouvoir être numéro 1. Et l'Occident passe son temps à balancer entre c'est épouvantable, ils vont y arriver. Il y a 1,4 milliard de types qui travaillent jour et nuit, on est cuit, bon. Il y a ce genre de réaction. Et puis d'autres qui nous ils n'y arriveront jamais, ils sont plombés par l'immobilier, c'est un régime atrocement répressif, c'est insupportable pour les Chinois. Bon, l'Occident passe son temps à osciller entre les deux. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que la Chine n'y arrivera pas. Mais on ne peut pas dire non plus qu'elle va s'imposer. Parce que le système occidental, en tout cas, il y a quand même beaucoup de réserves. Mais il y a une incertitude. Donc ça colore beaucoup le paysage. Les États-Unis ne sont pas une grosse puissance parmi d'autres. Il y a États-Unis, Chine, et si on raisonne en termes de monde multipolaire, il y a évidemment le Japon, encore la Russie, même si elle s'est auto-marginalisée par des décisions insensées, l'Inde peut-être, plus ou moins, le Brésil peut-être plus ou moins. Les Européens, ça dépend de ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas dire l'Europe comme ça, c'est un mot valise, hein, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc on n'arrive pas à une énorme quantité. Mais je vois ça comme un système instable. Je ne parle jamais, moi, d'ordre international. Ce sont des désordres évolutifs. Enfin, il y a eu un ordre au Congrès de Vienne, il y a eu un ordre en 1918, traité de Versailles, il y a eu un ordre en 1945. Mais là, on n'est pas dans cette situation. Oui, du tout. Et je ne vois pas se reconstituer un ordre international. Mais peut-être un chaos au sens... pas la guerre, hein, mais au sens des physiciens. Un système constamment instable, mais qui s'équilibre, plus ou moins. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. La principale interrogation étant ce que veulent les Européens. Parce que tous les autres, on voit bien leurs ambitions. On ne sait pas s'ils vont y arriver, mais on voit bien l'ambition. Qu'est-ce que veulent les Européens? C'est plus compliqué. Entre la grande Suisse, où c'est super de vivre, c'est quand même les meilleures sociétés qu'on ait jamais vues. Même si les gens râlent tout le temps, c'est quand même ce qu'on a vu de mieux. Bon. Et puis quand même être une puissance, quelque chose, mais après la guerre, les Européens ont fait le choix inverse. Hein. En 1949, ils ont supplié les États-Unis de les protéger. Et ça n'a pas changé depuis. Et quand les présidents français et le président Macron, avec plus de détermination, de conviction, d'énergie que ceux d'avant, quand il dit qu'il faut vraiment fabriquer une défense européenne, les autres ont dit non, non, surtout pas. Non, merci. Et on n'a pas tellement bougé par rapport à ça. Alors, il y a eu l'attaque de Poutine, mais l'attaque de Poutine a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Pas pour l'Europe. Pas pour l'Europe. Donc les questions, ça reste ouvert. Et pour le moment, on n'en est pas on n'est pas dans la phase où les Européens disaient ça y est, on a compris, il faut qu'il y ait un pilier européen de l'Alliance. Ça leur fait très peur même. Ils y vont petit à petit quand même, non? À l'exception de Viktor Orban qui a l'air d'être un peu réticent à tout ça. Vous pensez pas? Non, il n'y a aucun signe dans ce sens. L'action de Poutine fait qu'ils ont décidé de monter les budgets de la défense. Ils achètent américains. Ouais. Alors bien sûr, il y a le travail français qui est pas mal, de Thierry Breton qui est très bien, en disant on va au moins développer la capacité de production industrielle et militaire en Europe. Bon, très bien. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive à l'idée d'une autonomie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. C'est l'idée française depuis très longtemps. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce n'est pas le cas maintenant. Et que donc ceux qui rêvent à ça, ou ceux qui sont convaincus, doivent réfléchir à la façon dont cette vision qui n'a jamais été soutenue par les Européens jusqu'ici peut réintervenir après. Pas l'abandonner, mais le reformuler peut-être autrement. Donc je disais, dans le tableau mondial sur comment ça va tourner tout ça, y compris sur les décisions écologiques d'ailleurs, il y a une grosse interrogation sur ce que veulent les Européens. Alors ça nous fait une série de questionnements que peuvent commencer à éclairer un peu en lisant une vision du monde, parue aux éditions Bouquins, et évidemment votre dictionnaire amoureux de la géopolitique. Monsieur Védrine, quel message ou conseil souhaiteriez-vous transmettre à cette génération soucieuse d'agir au service de l'environnement, au service de la paix? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je pense qu'il faut travailler, il faut lire beaucoup, il faut réfléchir, il faut essayer de fuir les débats exagérés qui hystérisent tout.
Il ne faut pas se précipiter pour prendre des positions, on peut mener des guerres de position comme des guerres de tranchées, où on s'injurie d'une tranchée à l'autre. Ça ne sert à rien. Des gens qui sont en cours d'études, ils ont des années devant eux, il faut qu'ils arrivent à comprendre tous les éléments. C'est évident que maintenant que l'écologie en fait partie, on n'a même pas besoin de plaider pour. Et dans votre sujet, donc les océans, c'est un atout magnifique et la France sera scrutée si elle développe un peu son discours là-dessus en disant qu'est-ce que vous faites, vous, de vos fonds marins à vous. Donc là, il peut y avoir un joli message, mais il faut admettre donc, que les Occidentaux, je reviens à mon dada du début, que les Occidentaux ne sont pas les maîtres du monde et qui ne vont pas le redevenir. Et donc il faut imaginer un Occident qui arrive à défendre légitimement son mode de vie, sa civilisation, ses cultures, sans vouloir forcément l'imposer à tout le monde. Et parfois, les gens le pensent de façon honnête, bien inspirée, mais ça ne marche plus en fait. Donc il faut une sorte d'Occident qui s'assume comme tel, qui n'a pas honte de lui, et qui ne régresse pas dans l'expiation, tous ces trucs là qui servent à rien, et qui en même temps a un rapport plus partenarial, beaucoup plus normal, beaucoup plus concret que les autres. Il faut être curieux des autres, il ne faut pas chercher à les convertir, ni les sanctionner, ni les bombarder, etc. Il faut comprendre les autres. Quand on parle d'universalisme, nous, dans nos pays, c'est nous qui nous projetons sur l'universel. C'est pas l'inverse. Je ne sais pas si mon conseil sera très suivi, parce qu'il est quand même extraordinairement archaïque. Mais en tout cas, il sera entendu. Merci, Monsieur Védrine. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Les reflets changeants sous la pluie.